Ok, c'est parti. Donc on y va. Donc déjà, je vous remercie de votre présence. Je me suis déjà présenté, c'est Rick Hervé, je suis directeur scientifique chez NP6 Consulting. Vous avez notre compte Twitter si éventuellement vous voulez tweeter pendant le webinaire. Voilà, donc on va attaquer directement sur les grands enjeux finalement de la segmentation à des fins d'activation, marketing. Euh, Voilà. Donc, ce qui se passe aujourd'hui quand on adresse un marché, c'est que ce marché, il est jamais complètement homogène. On a des profils différents, des attentes clients différents, des gens qui, de par leur histoire ou ce qu'ils sont tout simplement, ne vont pas avoir tout à fait les mêmes besoins. Ça va impliquer plusieurs choses. D'une part, il faut leur parler de manière différente en fonction de qui ils sont. Et puis aussi, en fonction de ce qu'ils attendent, il faut éventuellement leur proposer des produits différents, avec un rythme différent, etc. Donc il faut qu'on adapte aujourd'hui notre communication à chacun de nos clients, en essayant de reproduire un peu à grande échelle finalement la relation que le petit épicier d'antan avait avec nous quand il nous gardait une baguette bien cuite de côté et un sachet de pâtes pour la semaine, parce qu'il savait que c'est toujours ce qu'on commandait. L'idée, c'est de répliquer ce genre de relation commerciale apprenante, intelligente, mais à plus grande échelle. Et l'idée, donc, c'est de s'appuyer sur des outils de segmentation, de ciblage pour faire ce genre de choses. Donc, on part de marchés hétérogènes pour ensuite... l'idée, hein, c'est que du coup, on va devoir découper nos populations de clients en sous-groupes qui, eux, sont homogènes, afin de pouvoir les traiter de manière uniforme au sein de chaque groupe. C'est ça l'enjeu. Et donc, il s'agit évidemment de construire des groupes homogènes qui soient pertinents pour notre métier, qu'on sache les adresser avec la bonne communication, dans le but, effectivement, d'adapter notre communication. Donc voilà, l'idée à la fin, c'est d'arriver vers cette fameuse offre personnalisée, le fameux triptyque, le bon message au bon moment, à la bonne personne. Ces enjeux de segmentation peuvent nous permettre d'atteindre ces objectifs. Bon. Ce slide rapidement pour vous montrer toutes les grandes étapes finalement dans la communication auprès de nos clients depuis son acquisition, sa rentrée dans la base, jusqu'à pendant son cycle de vie client, pendant lequel il va acheter chez nous, jusqu'à finalement quelque part sa fin de vie, et c'est normal qu'un client au bout d'un moment parte de chez nous, son éventuelle du coup réactivation. L'idée c'est que pendant toute cette phase transitoire entre son entrée chez nous et sa sortie finalement de chez nous, eh bien quelque part on ait les bonnes actions au bon moment pour générer quelque part le plus de chiffre d'affaires possible avec ce client. Alors évidemment, on va avoir différents types d'actions, des actions très tactiques, c'est-à-dire des choses où on va vraiment pousser un produit particulier parce qu'on a détecté un intérêt pour ce produit, et des actions beaucoup plus stratégiques de long terme, où là on va entretenir une bonne relation avec la marque, on va on va engager de la fidélité avec ces clients-là. Et donc l'idée, c'est qu'effectivement, à terme, on arrive à pérenniser finalement notre base. Donc on a toujours ces deux enjeux un peu parfois contradictoires de générer du chiffre auprès de notre base, auprès de nos clients, et en même temps entretenir cette base, entretenir une bonne relation commerciale avec eux. Et ça peut passer par des emails qui ne sont pas forcément commerciaux. Donc voilà le programme pour aujourd'hui. On va faire quelques rappels de définition, faire bien la différence entre ce qu'est une segmentation, une typologie et un scoring. C'est des choses qu'on mélange parfois. Donc on va voir quelles sont leurs différences, quels sont leurs usages, leurs avantages, leurs inconvénients. On va passer beaucoup de temps là-dessus à donner des exemples de ce qu'est une segmentation, beaucoup de segmentation surtout, et évidemment typologie, scoring par la suite. On verra rapidement les outils technologiques de la segmentation et de son activation, parce que c'est l'un des gros enjeux aujourd'hui. Faire des segments, calculer des choses relativement compliquées avec l'intelligence artificielle, le machine learning, c'est des choses qui peuvent être faites, que l'intégration de toutes ces technologies dans un écosystème facile d'utilisation pour quelqu'un qui n'est pas un mathématicien, qui va être en charge du marketing opérationnel, c'est encore autre chose. On va donc parler d'activation et on va voir quels sont les outils qui permettent de faire ça. Et puis, sur la fin, on verra aussi, sur le sujet de la mise en place d'une segmentation, très concrètement, quelle méthodologie il faut adopter pour mesurer les gains. Et ça, c'est quelque chose d'important. On ne fait jamais rien quand on fait du marketing sans savoir à l'avance qu'on saura mesurer les effets de ce qu'on fait. Voilà, donc on verra ça sur la fin, quelques bonnes pratiques à avoir toujours quand on met en place ce genre de choses. Donc on y va. Sur segmentation, typologie, scoring, quelle différence? Alors, d'abord une segmentation, qu'est-ce que c'est? Une segmentation, on va découper une population en plusieurs segments selon des règles qui sont simples et qui sont généralement, voire quasiment tout le temps, définies par l'utilisateur.
Donc c'est l'utilisateur qui arrive avec sa connaissance métier et qui va décider de découper, ici une base client dans l'exemple, entre les femmes, les hommes d'une part, CSP+, CSP- de l'autre, pour obtenir 4 donc, catégories qui vont être pures. Et cette notion de pureté, elle est importante puisque c'est là-dessus notamment qu'on va distinguer, faire la différence avec une typologie. Donc chaque segment est pur dans le sens où, dans le segment femmes CSP+, il n'y a que des femmes CSP+. Il n'y a aucun homme, il n'y a aucun CSP-. Okay, ça c'est important. Et donc du coup, ces règles de segmentation, elles combinent généralement 2, 3, 4, 5 variables grand maximum, parce qu'elles doivent être intelligibles, du coup, on doit bien savoir, on doit bien comprendre ce qu'il y a dans chaque segment. Il ne faut pas multiplier les segments non plus, sinon au quotidien c'est impraticable. Et donc voilà ce que c'est une segmentation. C'est quelques règles sur quelques variables, on découpe la population de façon proactive, c'est-à-dire que c'est l'utilisateur qui met sa connaissance métier au service de la construction de la segmentation. Donc par exemple, si vous avez une gamme de produits hommes, une gamme de produits femmes, et parmi ces gammes de produits du haut de gamme et du bas de gamme, une segmentation homme, femme, CSP+, CSP- peut tout à fait convenir, parce que vous considéreriez que ce sont 4 populations à adresser différemment, sur lesquelles vous allez proposer vos produits de manière différenciée, par exemple. Une typologie, c'est très différent pour le coup. Ici, c'est donc un algorithme qui va construire des groupes de façon non supervisée. Donc on va mettre ensemble tous les individus de notre base. Ces individus ils vont être décrits par un nombre de variables parfois très important, 50, 100, 200 variables. Et c'est un algorithme qui tout seul va découvrir les structures d'individus qui se ressemblent beaucoup et qui sont très différents entre eux. Donc on va construire des groupes d'individus très semblables, qu'on va généralement représenter par un individu idéal, qu'on appelle parfois un persona. Et de façon à ce que donc tous les individus représentés par le persona soient très proches de ce persona, et de façon à ce que les personas entre eux soient très différents. C'est une autre façon de découper notre marché, notre base, nos clients, de façon à manipuler quelque chose de beaucoup plus qualitatif. Généralement, les données sur lesquelles on va réaliser une typologie, ce sont des données de type attitudinal, qui racontent non pas seulement ce que font les gens, c'est-à-dire que les produits qu'ils achètent, ce genre de choses, mais aussi ce qu'ils sont. Et donc c'est pour ça que généralement les typologies sont créées à partir de données d'études de marché. On va réaliser une enquête auprès de nos clients ou auprès de clients potentiels, leur demander quelles sont leurs attentes vis-à-vis de nos produits, etc., mais aussi ce qu'ils sont dans la vie de tous les jours. Et cela, ça va nous permettre derrière de construire des personas beaucoup plus qualitatifs. Et ces typologies sont peut-être moins utilisées pour réaliser des ciblages dans une base marketing que pour adapter finalement les contenus. Si on définit qu'on a un type, par exemple, si on vend des automobiles, si on définit qu'on a un type parmi les gens enfin, parmi les acheteurs potentiels d'automobiles, un type particulièrement atypique de gens qui se voient en marge de la société, qui aiment bien revendiquer leurs différences, eh bien on va par exemple définir un nouveau véhicule qui va être le Citroën Cactus, et on va faire une publicité dans laquelle on va présenter la petite fille qui chante du métal à un concours de chant. Ça, c'est une façon, quelque part, de concevoir un produit et d'adapter la communication pour cibler un groupe de gens particuliers, en l'occurrence des gens voilà, qui se verraient plutôt comme atypiques et qui revendiquent leurs différences. En marge de tout ça, on a une nouvelle technique qui arrive et qui commence à être poussée en parallèle des techniques de segmentation, qui est beaucoup poussée aussi par des prestataires qui souhaitent automatiser finalement quelque part le ciblage, c'est ce qu'on appelle donc le scoring. Donc le scoring, c'est différent, c'est presque plus une segmentation. L'idée, c'est qu'on va affecter à chaque individu une valeur, un score donc, qui va généralement permettre de prédire le comportement de l'individu sur un aspect en particulier. Donc on va chercher à prédire par exemple le churn d'un individu, le fait qu'il se désabonne par exemple de notre newsletter. On va chercher à prédire la réactivité d'un individu à une communication, une newsletter. On va chercher à prédire la lifetime value d'un individu, c'est-à-dire l'ensemble de ce qu'il pourrait nous rapporter sur l'ensemble de son cycle de vie. Voilà, tout un tas de choses. Et donc, chaque individu aura sa propre valeur qui sera différente des autres individus. Donc, quelque part, là, on fait sauter un peu l'idée de segmentation, puisque il n'y a plus une notion de segmentation, on a une valeur pour chaque individu qui va nous permettre, du coup, d'ordonner les individus par intérêt. Donc, si par exemple, on cherche à envoyer une nouvelle communication sur un petit nombre de clients, parce que c'est une communication sur laquelle on va faire une offre très incentive qu'on veut réserver aux clients les plus appétants, eh bien on va faire un scoring qui va du coup nous permettre de lister les individus du plus intéressé au moins intéressé a priori, donc ça n'est qu'une prédiction. Et ensuite, à partir de là, on va éventuellement cibler le top 10% pour pousser notre communication dessus. Donc le scoring, c'est une espèce de façon de segmenter dynamiquement sur un aspect en particulier. Alors, on a 3 techniques différentes.
qui chacune finalement ont deux usages. Alors, on va essayer de les différencier d'abord sur l'usage opérationnel et l'usage stratégique d'autre part. Donc l'usage opérationnel, c'est vraiment, je dois envoyer une campagne aujourd'hui, sur qui j'envoie ma campagne. C'est vraiment des besoins de ciblage très précis au quotidien, de comment je parle à qui pour tel sujet. L'usage stratégique, il est beaucoup plus long terme. L'idée, c'est que là, on va être capable de tirer de la segmentation ou de la typologie des analyses beaucoup plus long terme sur ce qu'il se passe, la façon dont nos clients interagissent avec nous. Et on va voir quelques exemples de ce qu'on peut faire, notamment avec une segmentation, pour comprendre finalement quels sont nos avantages, nos inconvénients. Est-ce qu'on fidélise bien? Est-ce que nos clients partent trop vite? Est-ce qu'on a où sont nos forces, nos faiblesses? Ce genre de choses. Alors, la segmentation et la typologie, on peut faire de l'opérationnel et du stratégique avec les deux. N'empêche que une segmentation, c'est quand même beaucoup plus adapté à l'opérationnel, puisque c'est une segmentation qui est généralement réalisée sur des données qui sont déjà préexistantes dans le CRM, donc qui est relativement facile à construire, et qui en plus s'appuie sur 2, 3, 4, 5 variables, on l'a dit, et donc c'est très simple, très facile à appréhender pour du marketing opérationnel. On peut faire du stratégique avec, on va voir un exemple après, mais ce n'est pas l'usage premier. À l'inverse, une typologie, c'est moins opérationnel dans le sens où généralement elle va s'appuyer sur des données qu'on va collecter par sondage, qu'on peut récupérer éventuellement par d'autres moyens, mais c'est beaucoup plus difficile d'implémenter quelque part une typologie dans un environnement CRM, ce qui fait que on y arrive, hein, mais disons que c'est plus rare et plus difficile à faire, plus instable aussi. Donc voilà, c'est pour ça qu'une typologie, d'un point de vue opérationnel, c'est plus compliqué. En revanche, d'un point de vue stratégique, ça nous permet d'avoir une vue complète de notre marché, une vue très très qualitative avec des descriptions de personas qui vont être très approfondies, qui vont vraiment nous aider à comprendre qui sont nos clients, qui ne sont pas nos clients, chez qui ils vont, s'ils ne vont pas chez nous, ce genre de choses. Enfin, le scoring, lui, pour le coup, il n'a une visée qui n'est qu'opérationnelle. Le scoring, c'est jetable. On va prédire pour dans 3 jours quels vont être les churners. Voilà. Et donc ça, ce scoring, il est valide à l'instant de la campagne, quelque part. Et après, quelque part, il faut toujours le rechallenger, remodéliser, relancer la machine. Donc c'est uniquement opérationnel. Les avantages et les inconvénients de chacune des approches, c'est que la segmentation, on l'a dit, c'est effectivement très facile à mettre en place, c'est simple à activer, c'est quelques variables, et tout le monde comprend bien. Et cette notion de compréhension par tout le monde, que ce soit le marketing très opérationnel ou stratégique, tout le monde a besoin de bien saisir ce que veulent dire les segments qu'on a définis. Et c'est très puissant sur de la donnée comportementale, de la donnée d'achat, de la donnée... voilà. Par contre, effectivement, ça peut parfois nécessiter une connaissance métier. Il faut c'est à nous de définir les règles de segmentation. Et ça, parfois, quand on ne sait pas trop où aller, ça peut être un peu compliqué. À l'inverse, la typologie, son gros avantage, c'est que c'est non supervisé. On peut prendre un très grand nombre de variables en compte, ce qui fait qu'on ne se limite pas à quelques briques de comportement qui peuvent parfois être un peu réductrices selon les marchés sur lesquels on opère. C'est très puissant sur la donnée attitudinale notamment. Et puis voilà, on n'a pas besoin d'avoir cette connaissance métier à amener, puisque c'est l'algorithme tout seul qui va définir les groupes qui sont pertinents. À l'inverse, effectivement, il y a cette difficulté à implémenter dans le CRM, puisqu'il faut avoir beaucoup de données sur nos individus, et parfois des données qu'on ne peut collecter que par sondage. Ça peut nécessiter des logiques de questionnement auprès de nos clients qui ne sont pas toujours simples à mettre en place, voire pas possible du tout. Donc, ça peut être l'une des limites. Et enfin, le scoring, son gros avantage, c'est qu'effectivement, c'est une vision extrêmement individuelle et c'est très puissant pour faire du ciblage très fin. On a vraiment à l'individu, on peut savoir qui va être intéressé à quelle chose, et donc ça permet vraiment d'avoir quelque chose de très très fin sur la fin. Par contre, effectivement, c'est à usage unique et c'est généralement une vision très court terme. Comme tous les modèles qui se basent sur du machine learning, ces modèles, ils ont une péremption de quelques mois. En 3 mois, généralement, un modèle va avoir tendance à péricliter. Et donc, il faut sans cesse remodéliser. Et on ne s'en sert pas trop, du coup, pour l'analyse. C'est vraiment du scoring jetable Kleenex. On score une nouvelle campagne, on score les churners à un instant T pour savoir sur lesquels on va faire une campagne de rétention, ce genre de choses et on ne s'en sert plus après. Donc c'est vraiment pour du ciblage très, très ad hoc. Voilà, bon, ça c'est la théorie. Maintenant, on va voir très concrètement ce que ça peut être des segmentations. Donc on va parler d'abord de segmentation avant d'aller vers On va beaucoup s'apesantir sur la segmentation, on va voir beaucoup parce que c'est quand même l'intérêt ici. On verra quelques typos et scoring vers la fin. Donc, une segmentation, on peut en faire de plusieurs types. Il n'y a pas de limitation. Celles qu'on va voir, les grandes classiques, PMG, RFM, c'est les fameuses segmentations comportementales qu'on va retrouver partout. Mais on peut imaginer d'autres types de segmentation qui peuvent être pertinentes selon votre métier. Donc, on l'a vu, là, par exemple, la segmentation sociodémographique, c'est un peu celle que je vous ai proposée au tout début, où vous avez les hommes, les femmes, les CSP+, les CSP-. Ça peut être une façon de découper son marché de manière très simple, si quelque part
notre catalogue produit est lui-même un peu découpé naturellement comme ça. On a des produits haut de gamme, bas de gamme, plutôt hommes, plutôt femmes, et ben voilà, une segmentation comme ça va très bien coller, elle va être encore avec notre catalogue produit. Évidemment, c'est simpliste ici, mais ça vous donne une idée de ce qu'on peut faire. Une segmentation géographique, là, ça peut être intéressant, notamment si vous avez, par exemple, des magasins organisés en réseau sur le territoire, et que vous voulez pousser du coup certaines offres qui sont disponibles dans certains magasins pour des questions de stock, par exemple, à certaines zones, parce que vous savez qu'elles sont dans les zones de chalandise de ces magasins. Donc voilà, une segmentation géographique peut vous aider à faire ça simplement. Segmentation psychographique, alors là, on commence à rentrer dans presque de la typologie, c'est de la, on va regarder ce que les gens like sur Facebook, sur les réseaux sociaux, voilà, leur centre d'intérêt pour essayer de mieux cibler. Et ça peut être assez pertinent quand on fait des segmentations dans le domaine de la mode, dans le domaine des médias, quand on est sur des choses assez tendances, ça peut être intéressant. Le comportemental, on va aller voir. Et sur les types de consommateurs, c'est très lié au comportemental aussi. Donc voilà, on va avoir des exemples de tout ça, mais surtout ne pas se limiter à la PMG-RFM. On peut avoir plus de segmentation que ces deux seules-là. Et l'idée, bien sûr, c'est toujours de les combiner. Toujours très intéressant de regarder si vous savez que vous avez une segmentation géographique d'une part, de la croiser avec vos segments PMG, par exemple, peut-être pour identifier que vos gros clients sont plutôt majoritairement dans une région plutôt qu'une autre. Et ça peut vous donner aussi certaines indications utiles à votre analyse. Bon, on va démarrer par la segmentation la plus simple, c'est la segmentation PMG, petit, moyen, gros, voire parfois on va rajouter un segment TG pour très gros, voire parfois encore un segment d'outliers, qui sont des individus statistiquement aberrants, dans le sens où ils ont des montants dépensés qui sont vraiment énormes par rapport à la moyenne, et donc on va les exclure de l'analyse pour les rajouter après et les traiter souvent à part. Donc c'est une segmentation qui se fait sur le montant dépensé. On va prendre une période qui doit être généralement assez longue, puisque la segmentation PMG, c'est pas trop fait pour le tactique au quotidien quand même, c'est vraiment, on analyse des périodes très longues, donc généralement un an, entre 6 mois et 2 ans, ça va dépendre du marché sur lequel vous êtes. Et donc on va découper en segments, donc généralement le segment P, c'est les 50% de clients qui dépensent le moins, les M, c'est les 30% suivants, les G, ça va être les 15% suivants, et les TG, ça va être les top 5%. Les outliers représentent généralement moins de 0,1% de la base. Et donc derrière, vous verrez sur les graphiques qu'on va montrer après, effectivement l'idée c'est que on concentre plus de 50% du chiffre d'affaires sur sur une toute petite frange des clients, les G et les TG généralement qui font 20%. Et l'idée c'est que c'est sur eux vraiment qu'on va agir parce que c'est eux qui sont les plus moteurs, les plus contributeurs au chiffre d'affaires en tout cas. Néanmoins, la grosse limite de la segmentation PMG, pour ceux qui pratiquent déjà, j'ai vu dans le sondage que voilà, c'est quelque chose que une bonne moitié d'entre vous font déjà, c'est qu'effectivement, on a une vision trop long terme, trop étalée sur des périodes trop longues, et finalement, on ne sait pas quels sont les clients qui sont en pleine dynamique d'achat chez nous. Et donc, ça va être l'intérêt de la prochaine segmentation, la segmentation RFM, qui va donc rajouter à la variable de montant, qui est donc une variable seule, hein, deux autres variables que vont être la récence et la fréquence. Alors si on parle d'achat, ça va être du coup la récence du dernier achat, et la fréquence, ça va être le nombre d'achats total réalisé sur la période étudiée. Et donc ça nous permet aussi de classer des individus. Alors, il y a plein de façons de construire une segmentation RFM, soit en additionnant ces variables, soit en le multipliant. L'idée à la fin, c'est de se retrouver avec un nombre entre 4 et 6 segments RFM. Nous, on préconise 5 parce que dans la pratique, ça se passe bien, mais voilà. Là-dessus, il n'y a pas de best practice vraiment, il faut juste que ce soit facile à s'approprier pour les équipes. 5 segments RFM. Donc RFM 1, c'est les clients les plus anciens avec le plus faible montant et les moins fréquents. Jusqu'au RFM 5, c'est des gens qui du coup contribuent beaucoup au chiffre d'affaires et qui en même temps achètent beaucoup, sont récents, et donc ça traduit en plus du montant total dépensé un certain niveau de fidélité. On va préférer un client qui va sur l'année dépenser le même montant qu'un autre, mais en plein de petites fois, et qui est venu récemment, plutôt qu'un gros client qui a fait un gros achat il y a un an, parce que lui, on a moins de chances quelque part de le réactiver et de réengager du chiffre d'affaires sur lui. Donc voilà l'idée de l'intuition de la RFM, et en pratique, ça fonctionne très bien. Alors là, si vous regardez, on a une segmentation PMG d'une part à gauche et segmentation RFM de l'autre côté. On a du coup les segments qui sont affichés. On regarde ce qu'ils donnent en termes de nombre d'actes d'achat et en nombre de chiffres d'affaires aussi. Et donc ce que je vous disais là, par exemple, sur la segmentation PMG, si vous prenez les segments G et TG, ici, ils font plus de 50% du chiffre d'affaires. Donc vous avez 20% de vos clients dans votre base qui représentent plus de 50% de chiffre d'affaires. Donc c'est la fameuse loi de Pareto, les fameux 80-20.
enfin, les fameux 80-20. Les gens qui sont les plus contributeurs sont finalement assez peu nombreux. Vous avez la même chose en RFM, on voit que le segment RFM5 qui pèse 20% fait aussi, lui, 50% des actes d'achat et 50% du chiffre d'affaires, donc c'est un segment particulièrement intéressant. J'ai noté quand même ici, en tout cas c'est sur cet exemple, hein, c'est pas toujours le cas, mais on a donc ici des outliers qui pèsent 1%. Ils sont tout en haut, c'est le petit segment fin, que ce soit dans la PMG ou la RFM, qui va peser jusqu'à 11% du chiffre d'affaires. Ils pèsent 11 fois leur poids en termes de chiffre d'affaires, c'est énorme. Et c'est généralement des individus, selon le marché sur lequel vous êtes et le nombre de clients que vous avez dans votre base, mais ça va être quelques dizaines, quelques centaines, pas plus d'individus. Ça vaut le coup parfois de les sortir de votre segmentation, de ne pas les activer par les outils marketing classiques et d'avoir quelque chose de vraiment très très personnalisé auprès d'eux. Si vous êtes dans la mode, par exemple, vous allez faire des showrooms avec eux. Bon. Oui. Alors, on me fait remarquer, à très juste titre d'ailleurs, que ça peut être aussi des comportements de fraude qui peuvent générer ces choses atypiques. Des gens, ça se voit beaucoup dans le retail vêtements, notamment des gens qui achètent en masse certains vêtements qui du coup vont être présents dans la base comme ayant dépensé 100 fois le chiffre d'affaires moyen. Et pourtant, effectivement, c'est des gens qui revendent derrière. Alors, après, à vous de voir quels sont quelque part vos enjeux. Est-ce que vous laissez continuer cette situation qui n'est pas inintéressante d'un point de vue chiffre d'affaires, mais qui par contre peut être dommageable d'un point de vue image si jamais ça venait à savoir. Ça peut être un outil de détection de fraude en parallèle, bien sûr. Ce qui fonctionne bien pour l'opérationnel, c'est de croiser les deux. Quelque part, la vision PMG, ça vous donne une vision dans le temps long. Vos gros clients, ils sont des gros clients et c'est quelque part. C'est pas parce qu'ils n'ont pas récemment acheté chez vous, qu'ils ne sont pas fréquents sur la période, qu'ils ne sont pas quand même intéressants. Donc, on a un peu de scrupule parfois à les évacuer de nos top segments d'activation, quelque part. Et la RFM, elle a vraiment cette notion de quels clients sont en dynamique chez moi. Et en croisant les deux, quelque part, on a quelque chose de plus sympa à activer. Donc, vous voyez, sur la gauche, vous avez donc les segments PMG. Sur la haut, les colonnes, c'est donc les segments RFM. Et en fonction de là où se situent les individus dans les croisements, eh bien, vous avez deux nouveaux segments qui émergent. Donc en rose, vous avez donc le segment dilemme. C'est les individus qui sont faibles en RFM, faibles en PMG. C'est des individus qui ne contribuent pas beaucoup et qui ne sont clairement pas dans une logique de fidélisation chez nous. Donc voilà, qu'est-ce qu'on va faire sur eux? Ça peut être une vraie question à se poser. En tout cas, on n'investit pas massivement sur eux. Toute la frange verte, ce sont nos clients développés. Donc eux, ils sont soit très contributeurs, mais par essence, soit très en vert en ce moment, mais pas forcément gros contributeurs sur la période d'analyse. Et donc du coup, voilà, ils sont, soit c'est des anciens qui ont beaucoup contribué, soit c'est des gens qui sont en pleine montée chez nous. Et donc voilà, on va les travailler pour les amener vers ce qu'on appelle du coup le cœur de cible. Des gens qui sont de gros contributeurs dans la PMG et qui sont récents en pleine activité dans la RFM. Eux, c'est vraiment le cœur de cible, c'est eux qui dégagent le chiffre. Et donc c'est sur eux vraiment qu'on va avoir les communications marketing les plus intenses, les plus incentivées aussi parfois au quotidien. Et puis, ceux qui sont des outliers finalement dans les deux segmentations, c'est notre petit segment de VIP, des gens vraiment atypiques, qui peuvent être les fraudeurs bien sûr, mais c'est souvent des gens extrêmement fidèles qui sont prêts à dépenser des sommes folles chez nous, et donc on va les traiter à part. Voilà. Les nouveaux clients, bien sûr, il y a cette notion de nouveau qu'il faut bien avoir en tête. On ne fait pas tout de suite rentrer les gens dans des segments. S'ils viennent juste d'arriver, évidemment, un client qui vient juste d'arriver a moins de chances de faire beaucoup de chiffres chez nous, donc on attend un peu que le temps s'écoule avant de les affecter à un segment. Voilà. Voilà, donc du coup, on va avoir pour chacun de nos segments, quelque part, une façon de communiquer. Donc les nouveaux clients, on va les accueillir. Donc peut-être que vous faites déjà ce genre de choses, un nursing plan, un welcome pack, où on va vraiment présenter la marque, les produits. L'enjeu, généralement, c'est d'obtenir finalement le second achat pour que la mécanique de fidélisation s'enclenche. On a les VIP à l'extrême inverse, c'est ceux qui sont vraiment voilà, les plus contributeurs. Eux, on va vraiment personnaliser la communication auprès d'eux, on va les inviter à des showrooms privés, on va les faire parrainer, voilà, on va leur donner énormément d'avantages parce qu'ils sont quelque part, ils peuvent devenir des ambassadeurs très forts de la marque. Le cœur de cible, c'est ceux qui sont vraiment en pleine dynamique et qui sont des gros contributeurs, donc c'est vraiment sur eux qu'on va enclencher on va dire, l'artillerie lourde de fidélisation, upsell, cross-sell. C'est là qu'on envoie de la communication pour fertiliser vraiment le chiffre, parce que c'est vraiment eux qui vont dégager le chiffre. On a les clients dilemme, eux, sur eux, on va engager de la fidélisation à moindre coût. On attend de voir ce que ça donne. On n'investit pas trop parce que vraiment, il y a un vrai enjeu là-dessus. On ne va pas trop dépenser sur eux. C'est peut-être
des clients qui sont opportunistes, dans le sens où ils attendent la bonne offre pour investir et sinon il ne se passe rien. Donc voilà, bien analyser ce que font ces clients dans votre base. Et enfin, les clients développés, on l'a dit, il faut les amener vers le cœur de cible. Donc on va être dans le programme standard d'animation, pas trop intense non plus. Il ne faut pas dégoûter ces clients-là, il faut les amener doucement à plus consommer chez nous avec des choses assez fines et assez subtiles. Alors, tout ça, c'est pour de l'opérationnel, on l'a dit. Vous avez vos segments et tous les jours, quand vous voulez pousser une campagne, eh bien, ça vous indique un peu sur quel segment il va falloir la pousser. Mais on peut aussi faire de l'analyse. Et là, je vous donne un exemple, par exemple, de ce qu'on peut faire avec juste une PMG. Donc, ce qu'on fait ici, c'est qu'on regarde la PMG de l'année N-1 et on la compare à la PMG de l'année N. Donc, il y a des individus qui allaient être dans certains segments en année N-1 qui vont se retrouver dans de nouveaux segments, ou pas d'ailleurs, ils vont peut-être rester stables dans l'année N. Et en calculant donc, ce qu'on appelle cette matrice de passage, il y a tout un tas d'enseignements qu'on peut tirer. Alors, par exemple, vous avez le petit encadré rouge ici. Ce sont des individus qui étaient des G, TG, voire outliers en année N-1, qui sont devenus inactifs en année N. Ils n'ont rien dépensé. Ils ont rien dépensé. Du coup, pour cela, ça peut être intéressant de les réactiver. Quand on se pose la question de la réactivation, c'est toujours une question qu'il faut se poser avec parcimonie parce qu'on prend des vrais risques en délivrabilité quand on commence à vouloir réactiver. Il faut cibler des gens dont on sait qu'ils ont contribué fortement à notre marque parce qu'en plus, ça coûte cher de réactiver. Un truc intéressant, c'est de regarder la diagonale en blanc. Ici, ce sont les gens qui étaient dans un segment P en année N-1 qui sont restés dans le segment P. Quelque part, le pourcentage d'individus qui restent dans cette diagonale, c'est un peu le taux de stabilité de votre base. Plus ce taux est élevé, plus ça veut dire que vos clients restent avec vous et qui restent dans une logique d'achat qui est cohérente. Après, vous allez avoir des gens qui vont augmenter leurs chiffres chez vous et donc ils vont se situer dans la zone verte. On va parler de clients qui s'upgradent quelque part d'une année à l'autre. À l'inverse, vous allez avoir des gens qui downgrade et c'est normal aussi. Voilà, c'est le cycle de vie client. On a des gens qui progressent, des gens qui diminuent. Par contre, ce qui est important, c'est que le ratio d'upgrade sur downgrade soit toujours supérieur à 1. Que quelque part, et si c'est le cas, ça veut dire que vous avez une fidélisation qui se passe plutôt bien. Il y a tout un tas de diagnostics qu'on pourrait faire sur cette analyse, mais je vais avancer car le temps passe. Voilà, donc tout ça, c'est ce qu'on pouvait faire avec des segmentations. Maintenant, on va voir par exemple un exemple d'application du coup d'une typologie. Donc une typologie, on l'a dit, c'est construit sur tout un tas de données, notamment des données d'études de marché, et on va construire des personas avec ça. Donc là, voilà, on va voir un exemple d'une typologie qui a été faite pour un acteur de la banque. Donc, vous occupez pas la limite à gauche, ça n'est qu'une représentation des fameux groupes d'individus et des personas, et la taille de la bulle représente quelque part le poids de marché qui vont représenter. Ce qui est surtout intéressant, c'est qu'à droite, là, on va pouvoir affecter à chacun des personas une représentation idéale. Ce qui est toujours bien, c'est de donner un nom à des personas. Donc on va avoir Frédéric et Émilie. En dessous, on indique que c'est le couple moderne avec jeune enfant. Et là, chacun peut facilement se projeter. Donc il y a tout un tas d'autres données descriptives donc, sur leur niveau de vie, là où ils habitent, ce qu'ils attendent de leur banque, comment ils vivent au quotidien, etc., est-ce qu'ils sont en famille. Et donc, quelque part, quand on va devoir designer quelque part une communication spécifique à destination de notre type Frédéric et Émilie, eh bien, quelque part, ça va être plus simple pour les créatifs d'imaginer voilà, une bonne façon de leur parler. Clairement, pour Nicolas et Manon, qui sont des étudiants issus de familles aisées, on va plutôt avoir des visuels qui, je sais pas, rappellent les vacances, des trucs jeunes, de la fête entre amis, alors que pour Frédéric et Émilie, ben voilà, ça va être plutôt des images d'Épinal, la maison, la solidité, ce genre de choses. Bref, c'est une vraie aide au créa pour vraiment affiner la façon dont on parle. Pour le churn, enfin pour les scoring, on va avoir d'autres exemples aussi. Donc je vais en donner 4. Donc voilà, c'est 4 exemples de ce qu'on peut faire. L'appétence produit, ça, il y a des acteurs sur le marché aujourd'hui qui proposent ça. Vous chargez votre base, votre historique d'achat, et en fonction de ce que les gens ont déjà acheté, on va être capable de prédire quels sont les acheteurs potentiels d'un type de produit. L'appétence à un canal aussi, ça c'est très important. Maintenant, on arrive dans un monde très omnicanal où il faut être présent sur les réseaux sociaux, par mail, par SMS, par téléphone éventuellement. Et donc voilà, prédire le canal auquel on va être le plus appétent, c'est très important, notamment les cibles plus âgées ben voilà, sont moins présentes sur les réseaux sociaux, donc il faut être capable de bien cibler ça. Le churn, on en a parlé. Et lookalike, c'est tout ce qui permet globalement de détecter qu'un client se comporte comme un autre et que tel autre client, s'il a généré beaucoup de chiffre d'affaires, eh bien ça peut être une vraie opportunité d'investir sur les clients qui ressemblent à ce client-là. Voilà. Je ne m'appesantis pas sur typologie scoring parce qu'on est vraiment sur
sur le sujet de la segmentation. Néanmoins, je vais insister sur les complémentarités entre ces techniques. Croiser segmentation et typologie, ça permet d'allier une vue qui est très quantitative, performance, celle de la segmentation, donc qui nous dit quels sont nos clients en pleine dynamique chez nous. Ça, c'est vraiment la segmentation, surtout comportementale, qui nous permet de le dire. Pour autant, c'est bien d'associer à ça une vue de type donc typologie, qui elle va nous permettre de comprendre mais qui sont ces gens-là, comment leur parler. C'est bien d'insister, d'être intense d'un point de vue marketing, autant il faut le faire avec les bons mots quelque part, les bons visuels, en tout cas parler des bons sujets. Et donc la typologie va permettre de bien compléter ça. Au final, la segmentation, elle nous dit à qui parler, et la typologie, elle nous dit quoi raconter. Et voilà, il y a un vrai intérêt à croiser les deux, puisque ça apporte vraiment une vision de fond. La segmentation et la typologie, donc, c'est bien parce que ça génère donc, des grands ensembles, c'est facile à manipuler. Peut-être qu'aujourd'hui, dans votre CRM, si vous avez une segmentation PMG, que vous faites un ciblage, vous avez un drag and drop segment G, TG, et puis c'est tout, et puis ça part tout de suite dans l'email, vous n'avez même plus à respécifier vos segments. Mais parfois, ça peut être un peu trop générique. Et il se peut très bien que vous ayez besoin d'affiner au sein d'un segment, au sein d'un groupe, sur vraiment la prédiction d'un outil en particulier. Et donc le scoring, il va venir pour affiner ça. Quelque part, parmi les segments G et TG, quels sont les plus à même d'apprécier ce produit en particulier. Et donc vous alliez quelque part l'intérêt de savoir que ce client est important pour vous et donc il faut lui parler. Et en même temps, voilà, un ciblage très fin vraiment sur le sujet qui vous intéresse. Bon, et j'insiste là-dessus, le scoring, parce qu'il est individuel, ça peut vous laisser croire que quelque part, il n'y a plus besoin de segmentation, qu'en scorant tout dans tous les sens, c'est bon, en fait, il n'y a plus besoin de se prendre la tête, et qu'il suffit juste de scorer l'appétence à ma prochaine campagne pour shooter dessus. Attention à ça. Le scoring, n'oubliez pas que c'est une vision très court terme et que quelque part, la segmentation, comme elle est calculée sur des périodes beaucoup plus larges, ça vous permet d'éviter l'effet un peu autoréalisateur à force de scorer des individus appétants à un sujet, je vais toujours cibler les mêmes individus. Et quelque part, dans la remodélisation que je vais refaire dans mes scorings périodiques, ça va toujours être les mêmes individus qui vont être prédits appétants, puisque c'est toujours les mêmes qu'on cible. L'avantage de garder une vue segmentation globale vous permet de ne pas oublier des individus qui sont peut-être ponctuellement pas forcément les plus contributeurs, mais qui ont contribué et qui ont peut-être un cycle d'achat plus long. Voilà, il faut s'y adapter, il ne faut pas pour autant les évacuer. Donc le scoring, c'est vraiment plutôt l'étape finale d'une démarche d'activation. C'est pas par là qu'on rentre. La segmentation, elle est toujours utile pour bien structurer vos grands ensembles de clients et pour n'oublier personne, quelque part. Voilà, on a fait un panorama relativement complet. Sur les outils technologiques, donc rapidement, ce qu'il faut, il y a 3 grosses briques importantes à avoir. Bon, vous avez tout à gauche là, sur le schéma finalement toutes les données qui gravitent. Alors vous en avez au sein de votre CRM, donc la donnée CRM bien sûr, les transactions, la navigation pour ceux qui arrivent déjà à la collecter, et puis vous avez tout ce qui va être un peu en dehors, les données sociales, les données open data. Il y a plein de choses et tout ça, ça va former un espèce d'écosystème de données que vous possédez ou pas, mais en tout cas que vous êtes capable éventuellement de collecter. Et pour faire cette étape de collection de la donnée, quelque part, il faut être capable de stocker ça dans ce qu'on va appeler un customer data, quelque chose qui, alors aujourd'hui, ça s'appelle DMP, CDP, Data Lake. Enfin, il y a plein de noms qui veulent dire à peu près tous la même chose. L'idée, c'est cette capacité à stocker toutes les données en un seul endroit. Une fois qu'on a fait ça, il ne faut pas s'arrêter là. Si on n'a fait que ça, finalement, ça ne nous sert à rien. Ce qu'il faut, c'est être capable d'attaquer intelligemment quelque part cette donnée pour en tirer des insights, pour segmenter notamment, mais faire tout un tas d'autres choses comme du machine learning. Et donc il faut cette brique d'intelligence qui sait bien fonctionner avec cette brique Customer Data. Et ça rien d'évident. Vous avez plein d'acteurs qui vous proposent Customer Data, et l'intelligence, ça devient vite très compliqué quand on veut le rajouter dessus. Et une fois que vous avez les deux, il y a encore une brique qui est très importante. C'est bien de construire des segments, c'est bien de construire de faire des scorings facilement. Encore faut-il pouvoir les activer facilement. Et les activer, ça veut dire qu'il faut que l'opérationnel, donc le marketing, puisse très simplement décider de shooter ses PMG, faire un score en live pour quelque chose. Et donc voilà, cette capacité à activer, elle n'a rien d'évident. Et puis il y a quelque chose qui arrive maintenant dans toute ce qu'on appelle le marketing automation. Marketing automation, ça suppose cette petite brique à la toute fin qu'on appelle le trigger. Cette capacité quelque part à automatiser l'activation en fonction de certains éléments. Un nouveau client rentre, s'il est scoré appétant un tel produit à plus de tel niveau et qu'il est dans le segment RFM machin, alors on pousse telle communication sur tel canal, etc. Et tous ces triggers-là, c'est des choses qui
sont quelque part un peu l'avenir du marketing, mais qui ne vont pas pour autant remplacer le marketeur, puisqu'il faut encore les définir. Et il faut bien sûr monitorer tout ça. Bon, ce qui est important sur les outils technologiques ici, c'est qu'il n'y a pas encore d'outil qui est capable de vous faire toute la chaîne avec précision. Il y a beaucoup d'acteurs qui construisent des solutions qui vont dans ce sens, en rajoutant des briques les unes à la suite des autres, mais il n'y a pas encore sur le marché de solution qui fait ça tout bien, de manière tout intégrée. Donc faites attention, soyez vigilants si vous êtes en tout cas en train de vous renseigner pour acheter ce genre de choses. Bon, maintenant sur les segmentations, en fonction du canal d'activation que vous avez, il y a plusieurs choses à regarder. Si vous êtes sur du retail pur, clairement, vous allez vouloir segmenter sur le chiffre d'affaires, le total dépensé sur une période, la récence du dernier achat et la fréquence des achats. Ça, c'est la PMG RFM classique du retail qui vous permet de cibler vos bons clients. Néanmoins, si vous avez une activation, vous pouvez, si vous voulez appliquer les mêmes principes à d'autres canaux, par exemple, sur du ciblage d'email, vous pouvez segmenter vos individus sur le nombre de clics qu'ils ont fait, la récence du dernier clic, et le ratio, quelque part, clic sur nombre d'ouvertures, sur nombre d'envois. Ça vous donne, donc c'est quelque part juste le principe de l'RFM, mais appliqué à l'email, et ça vous permet, quelque part, quand vous souhaitez cibler pour une newsletter ou quoi, les gens qui répondent bien, et ben, vous pouvez avoir une RFM, quelque part, email. Et vous avez la même chose sur le display, le search. A priori, on ne segmente pas sur ces canaux-là, puisque on ne peut pas scorer, enfin, on ne peut pas segmenter, on ne sait pas qui sont nos individus, on peut seulement scorer, sauf dans un contexte RCU, référentiel client unique, où on a été capable de savoir que, via des cookies ou ce genre de choses, l'individu qui se présente sur notre page, auquel on a l'opportunité de présenter une bannière, eh bien on sait qui c'est exactement, et donc dans ce cas-là, on peut éventuellement faire de la segmentation sur eux, mais c'est plus marginal comme utilisation, ça nécessite en tout cas d'avoir réconcilié énormément de données avant de faire ce genre de choses. Je vais terminer sur quelques best practices au niveau de la méthodo, sur la mesure du ROI, notamment d'une segmentation, ça c'est très important. Donc, quel KPI? Il y a deux types de KPI. Il y a le KPI court terme, et ça, je pense que vous le mesurez tous, ça va être le panier moyen par segment, la fréquence d'achat par segment, le montant global que génère chaque segment. Ça, c'est des choses qu'on a tous vérifiées, puisque c'est là-dessus généralement qu'on est attendu. Pour autant, il faut faire attention parce que l'augmentation, la maximisation de ces KPI très court terme, quelque part, peut avoir un effet relativement néfaste sur d'autres KPI long terme, comme par exemple ce fameux ratio upgrade sur downgrade, qui est quelque part un indicateur de votre fidélisation. Vous pourriez très bien générer une attrition très forte à force d'avoir une communication marketing trop agressive, trop intensive. Vous pourriez certes maximiser vos gains à très court terme et sur le temps long, voir une déperdition très forte de vos clients et donc quelque part ne pas vous y retrouver, hein, parce que le chiffre que vous générez maintenant, ça peut être beaucoup, beaucoup de chiffre d'affaires perdu plus tard. Et donc il faut toujours avoir cette notion de court terme versus long terme. Voire éventuellement, pourquoi pas, adjoindre à ces segments, à ces indicateurs long terme, des indicateurs de satisfaction qu'on peut mesurer par des dispositifs parallèles qui donnent vraiment, une idée d'à quel point vous impactez votre image de marque quelque part en ayant des actions très court terme. Donc voilà, il faut toujours bien gérer les deux en parallèle. Quelque chose de très très important d'un point de vue méthodologique sur le prochain slide, sur la mesure vraiment du ROI. Il y a cette histoire de groupe témoin. Je vais prendre un exemple sur un score pour que vous compreniez bien. J'essaye de scorer les individus qui vont acheter tel nouveau produit. Bon. Il y a des individus que je vais scorer comme étant appétants. Ici, ils ont un score supérieur à 80%, donc ils vont dans la branche appétant haut. Il y a des individus qui sont du coup non appétants. Parmi eux, je vais quand même tirer des individus pour envoyer des campagnes sur eux. Donc, je tire une population témoin aléatoirement parmi les non scorés appétants. Parmi eux, je vais envoyer la campagne quand même parmi certains, et il y en a certains sur lesquels je ne vais rien faire. L'enjeu ici, hein, c'est d'identifier quelque part ce que votre campagne apporte sur des individus qui sont non appétents a priori. On fait la même chose en haut. Parmi les gens qu'on a scorés appétants, ça peut faire mal un peu, mais il faut qu'on en prenne une partie qu'on ne va pas solliciter. Le but, c'est vraiment de mesurer ce qu'on apporte avec notre campagne vis-à-vis de ces clients-là. Vous pourriez très bien avoir des taux d'ouverture, des taux de clics et des taux de transformation très importants sur une campagne parce que vous avez bien fait votre ciblage, effectivement. Mais si vous compariez à un segment d'individus témoins sur lesquels vous n'aviez rien fait et qui sont aussi scorés appétants, finalement, vous auriez les mêmes chiffres de vente. Donc, quelque part, vous avez poussé de l'offre sur des individus qui allaient acheter quoi qu'il arrive. Donc, finalement, votre campagne, elle n'apporte rien, voire elle vous fait perdre de l'argent si vous aviez mis une offre avec un incentive. Si vous offrez 30% de réduction, eh bien, les gens qui allaient l'acheter quoi qu'il arrive vont les prendre, ces 30%, et vous perdez de l'argent, quelque part. Donc, super important de bien identifier ce que votre campagne apporte par rapport à des gens mal scorés, ça vous donne la qualité du score, et la pertinence de votre campagne entre les deux populations parmi les clients appétants.
Voilà, toujours très important, ça c'est la méthodologie standard. Il faut absolument faire ça pour mesurer l'effet de ce que vous faites et du coup, éventuellement, rectifier plus tard. Voilà, et quelques clés pour bien s'assurer de la rentabilité des campagnes. Il faut quand même penser ROI court terme, mais long terme aussi, hein, quand on fait ce genre de choses. Voilà, quelques questions à se poser. C'est quoi le coût de mon message? Alors sur l'email, ça ne vaut pas forcément grand-chose, mais sur le SMS ou d'autres canaux, ça peut commencer à avoir un coût non négligeable par message. S'il y a une offre, combien elle coûte si elle est prise? Ok, ça vous donne une idée de quelque part l'investissement que vous faites pour chacun de vos clients. Et surtout, ce qui est important, c'est parmi les clients auxquels vous faites une offre inutile, ceux qui vont la prendre, cette offre-là, eh bien quelque part, ça va vous coûter cette offre pour rien, quoi. Vous aurez dépensé de l'argent pour rien. Donc c'est important en contrepartie de bien identifier ce que vous rapporte une transformation. Un client que vous transformez par votre campagne, est-ce que quelque part, le total de ce que va vous ramener votre campagne versus ce que vous allez payer, est-ce que le ratio est positif quelque part? Est-ce que vous gagnez de l'argent avec cette campagne? D'accord. Donc ça, c'est des choses qu'il faut bien identifier avant même de faire sa campagne pour identifier si on a des chances qu'elle soit rentable. D'accord. On ne fait pas des choses pour se faire plaisir, il faut que ce soit rentable. Voilà. Je vous remercie. Du coup, si vous avez des questions ou s'il y en a eu pendant que je n'ai pas vu passer parce que j'avoue que j'étais dans le flux, bah, c'est le moment de les poser. Merci de votre écoute en tout cas. Voilà, donc les questions, c'est maintenant si vous le souhaitez. Tu as identifié, Thibaut, des questions pendant le... Il y a eu des questions sur est-ce qu'on peut faire des personas pour une segmentation? Alors, on peut faire des personas pour une segmentation, effectivement. Le risque que vous avez, c'est que... Bon, je vais prendre des questions après, du coup, sur le meilleur outil. En tout cas, oui, on peut faire des personas sur une segmentation. Ce qui est important, c'est que pour établir ces personas, il faut de la donnée. Vous pouvez très bien construire une segmentation relativement simple, même à partir d'une PMG, et regarder quels sont finalement vos gros clients, leur profil. Si vous avez d'autres données, mais donc ça suppose d'avoir d'autres données, de les croiser avec votre segmentation PMG pour dire que vos segmentés, par exemple, sont plutôt des urbains très connectés, plutôt jeunes. Bon, ça peut être une façon de le faire. Néanmoins, sur une PMG ou une IRFM, vous avez peu de chances quelque part d'avoir ce qu'on appelle des aspérités attitudinales très fortes. En gros, les profils vont être relativement flat parmi vos clients. En tout cas, ça ne va pas être suffisamment descriptif. En tout cas, pas au point d'avoir quelque chose d'aussi descriptif que ce qu'on va avoir dans une typologie, mais c'est possible. En tout cas, si vous identifiez que vos gros clients sont majoritairement des femmes très urbaines connectées, ça peut être quelque chose d'intéressant à aller voir, mais pour autant, ce ne sera pas vraiment un persona au sens où on l'entend d'un point de vue stricto carré méthodologique. Donc le meilleur outil pour la segmentation et l'automation. C'est une question un peu... je vais vous dire qu'il n'y en a pas vraiment en fait. C'est le meilleur outil, déjà il dépend de vos besoins, bien sûr. Pour la segmentation et l'automation, c'est là où il faut être vigilant. Quand vous allez du coup challenger des gens, enfin des prestataires pour acquérir ce genre d'outils, c'est vraiment sur... il faut s'assurer que toute cette chaîne que je vous ai décrite de traitement depuis la collecte de la donnée jusqu'à la fin soit la plus simple possible. Des trucs très simples, ils vont vous présenter des features préexistantes, donc par exemple un tel score, par exemple, tel score de réactivité qui est déjà présent, packagé, généralement c'est ce genre de choses qu'ils vont vous proposer. La question à poser, c'est est-ce que c'est simple de rajouter un score? Plus c'est simple, enfin, moins c'est simple pour le prestataire, plus ça veut dire que quelque part, on est derrière sur une architecture de traitement de la donnée qui est extrêmement rigide, extrêmement figée. Sans doute un logiciel qui a été construit par l'agrégation de plusieurs blocs techniques qui tiennent entre eux avec on va dire du scotch, qui sont en train d'être consolidés, mais globalement, c'est pas très robuste tout ça. Et dès que vous voulez avoir un nouvel usage, ça pète tout et ils sont obligés de redévelopper quasiment, de réinventer le fil à couper le beurre à chaque fois que vous voulez rajouter un score. Ça, c'est la bonne question à poser. Si je veux rajouter tel score, est-ce que c'est compliqué? Devisez-moi, demandez des devis sur ce genre de choses en amont. Et là, vous saurez quelque part quelle est l'agilité de l'outil. Et donc, il vaut mieux parier sur un outil qui ne sait pas encore tout faire, mais qui est très agile et sur lequel il sera très facile d'incrémenter plutôt que d'un truc qui vous promet la lune tout de suite. Parce que je peux vous le dire, il n'y a pas d'outil aujourd'hui qui sait faire tout ce que toute la chaîne de traitement parfaitement, sans couture, et où c'est facile de le faire évoluer derrière. Donc, privilégiez la capacité à faire évoluer l'outil plutôt que la liste des features. Quelle question? Il y a un lien direct entre la segmentation et le prix donné au client. Ça, c'est à vous de voir. Si jamais
Ça peut le faire, hein, évidemment. Enfin, disons, ne parlez pas de prix, parce que si vous commencez quelque part à adapter le prix en fonction du type de client, si ça vient se savoir, vous prenez des risques non négligeables. Par contre, on peut avoir une vue promotionnelle différenciée par type de segment. Effectivement, vos gros clients, vous êtes plus à même de faire des promotions sur eux parce que quelque part, vous savez qu'ils vont avoir tendance à revenir et ça peut être un enjeu de fidélisation. Attention, c'est pas parce que vos gros clients sont des gros clients qu'il faut faire que de l'offre promotionnelle non plus. Il faut le faire à un juste niveau, parce que trop faire d'offres, ça sert à rien. C'est des bons clients, donc ils sont là parce qu'ils sont intéressés, donc ils vont quand même acheter. Donc c'est là où c'est le plus subtil peut-être. Alors que sur des segments, on va dire, moins contributeurs, vous avez des gens qui ont moins de chances quelque part de revenir chez vous. L'offre est peut-être le bon moyen, en tout cas, de générer du cash. On sait généralement que dans les segments P ou M, on a des personnes beaucoup plus opportunistes, voilà, qui attendent l'offre pour acheter. Donc, quelque part, vous ne ferez rien avec eux tant que vous ne ferez pas d'offre. Et ça, ça dépend vraiment de la base et de l'analyse que vous avez de votre base. Bien analyser ce qui se passe dans chacun des segments pour comprendre ces logiques-là d'achat, si elles existent chez vos clients. Parce que ça, c'est des règles génériques, mais il faut vraiment l'adapter à chacun des cas. Ah, intéressant. Exemple d'apport de l'IA et du machine learning, des techniques et applications de la segmentation, peut-être passer de typologie. Ouais. Alors, du coup, l'IA, le machine learning, technique, application de la segmentation. Alors, la segmentation, vous l'avez vu, c'est une façon de découper. Tout ce qu'on va mettre derrière l'IA et le machine learning, c'est du scoring, en gros. Hein. Ça va être la prédiction de quelque chose de très précis. Donc, par exemple, l'appétence à ce produit, le montant que la personne va être capable de payer pour tel produit, ce genre de choses. Donc tout ça, disons que ça vous permet d'affiner la segmentation et d'avoir des ciblages éventuellement plus fins, produit par produit, par exemple. Mais voilà. Après, du coup, l'IA et le machine learning, c'est pas mal du coup quand on commence à agréger la donnée, notamment social media, tout ce qu'on va avoir, à tout ce qu'on va avoir en base. Là, du coup, on peut arriver à faire des typologies, du coup, avec ces techniques d'IA de machine learning, avec ce qu'on va appeler par exemple du predictive clustering. Donc vous allez construire des clusters d'individus de façon à ce que, quelque part, chacun soit, par exemple, un gros acheteur de tel produit ou de telle grande catégorie de produits que vous avez chez vous. Et en même temps, au sein de ces clusters, avoir des gens qui sont très très différents pour pouvoir les adresser. Et donc là, quelque part, on réconcilie un peu l'approche typologique, qui est généralement, on a du mal à la rentrer dans le CRM, et l'approche du coup performance, vraiment voilà, segmentation comportementale, qui sont mes bons clients. Donc voilà, ça commence à fertiliser entre les deux domaines et ça rajoute une vision beaucoup plus qualitative au côté parfois un peu trop quand même mécanique et très bourrin, hein, tout simplement, de la segmentation, où on a nos gros clients, on n'arrête pas de les matraquer. Voilà, l'IA va permettre d'ajouter quelque part de la donnée plus complexe, plus riche, pour affiner la façon dont on va parler à ces gros clients. On va retourner vers un marketing plus qualitatif, là où pendant quelques années, quelque part, on a fait une grande boucle vers un marketing beaucoup plus de la performance, où on se préoccupe plus tellement du client, mais seulement de ce qu'il rapporte. L'IA permet du coup de retrouver ce côté plus qualitatif dans la relation client. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions encore, on peut prendre le temps. De mon côté, je ne suis pas pressé. Après, je sais qu'on est un peu débordé là pour l'instant, donc n'hésitez pas. Je crois que oui, a priori, les slides seront. De toute façon, le webinaire sera disponible en replay pour ceux qui le souhaitent. Et il faut qu'on voit, a priori, il n'y a pas d'objection particulière à diffuser les slides. Donc oui. Bon, la présentation de NP6, oui, je peux faire ça, c'est vrai. On est passé rapidement. Donc NP6, c'est un groupe bordelais à l'origine, constitué donc de deux entreprises, NP6 Solutions, qui édite une solution donc, de marketing automation qui s'appelait à l'époque Mail Performance. Donc c'était un routeur de mail et qui aujourd'hui se diversifie et arrive vers une offre multicanale, un peu comme celle que je vous ai décrite, hein, cette offre idéale. On l'a construit nous aussi chez nous pour la proposer à nos clients. Donc ça, c'est la partie bordelaise. Et il y a la partie parisienne, donc NP6 Consulting, que je représente, et qui, du coup, elle apporte beaucoup plus une brique conseil. On travaille depuis plus de 30 ans dans le domaine des études de marché d'une part et de l'analyse de base CRM. Donc on a une vingtaine de data scientists ici, profil data scientist, informaticien, statisticien.
qui interagissent avec les clients pour la mise en place de nouvelles, sur des projets pour accompagner les clients dans leur stratégie data à tous les niveaux. Et bien sûr, on travaille en collaboration avec Bordeaux pour que cette connaissance métier qu'on a sur la data se rentre quelque part dans la plateforme et qu'on puisse l'offrir de manière beaucoup plus automatisée à tous nos clients. Voilà. Alors oui, en B2B, contrairement à ce qu'on a tendance à penser, dans le B2B où soi-disant on peut rien faire ou quoi, non, non, dans le B2B on peut faire des choses extrêmement qualitatives et très bien d'un point de vue relation client, avec de la typologie, avec du scoring. La typologie est peut-être un peu plus compliquée à mettre en place, puisque notamment si on passe par une étude de marché, il faut être capable de cibler donc des entreprises, des décideurs dans les entreprises, et donc ça c'est peut-être plus complexe dans le processus, mais il y a des instituts qui sont spécialisés là-dedans et qui savent le faire. Et par contre, derrière, si vous voulez, une capacité à faire des types de clients en B2B qui sont très très révélateurs de notre marché et qui permettent d'aller beaucoup beaucoup plus loin que la segmentation classique PMG RFM. Donc non, contrairement à ce qu'on pense, dans le B2B, il y a plein de très belles choses à faire en activation de façon très qualitative avec des bons moyens d'automatiser la relation client à des très hauts niveaux qualitatifs. Donc, au contraire, scoring typologie, il faut en faire en B2B, surtout en B2B. Voilà, le webinaire est terminé, je vous remercie. Et puis voilà, il sera disponible en replay, normalement les slides seront disponibles aussi. Et puis je crois que voilà, vous trouverez toujours un moyen de nous contacter si jamais vous avez de plus amples questions par la suite.